commencer, cette cavité contient un des 5 organes des sens, la vue. C'est un organe fabuleux qui nous permet d'admirer le monde qui nous entoure, mais ce dernier est aussi très complexe. Globe oculaire, sclère, choroïde, rétine, une multitude de parties que vous devriez connaître si vous avez bien suivi les cours d'anatomie des organes des sens avec un certain Alexandre Régnier, un homme petit par la taille mais grand par le savoir dont la pilosité de sa barbe intriguera grand nombre de personnes. Assez parlé de l'œil, concentrons-nous maintenant sur la morphogénèse de cette structure osseuse qui a permis à l'organisme de créer une cavité osseuse conforme à l'œil, l'orbite, dans laquelle se trouve le globe oculaire, nerf optique, vaisseau sanguin ophtalmique, muscles et nerfs oculomoteurs. Orbitaire est une cavité paire en dehors et en haut des fosses nasales, à la jonction un tiers supérieur et 2 tiers inférieur de la face. En arrière de l'orbite, on trouve l'étage cérébral moyen et au-dessus l'étage cérébral antérieur ou supérieur. On peut schématiser cette cavité orbitaire sous forme d'un cube. On retrouve donc un plafond constitué de la partie horizontale du frontal, le fond de l'orbite occupé des différentes parties du sphénoïde, la petite aile en haut et la grande aile en bas, la paroi latérale formée de la face orbitaire du malaire, puis le plancher de l'orbite formé d'une partie du malaire et de la face supérieure du maxillaire, et enfin la paroi médiale, plus complexe, constituée d'arrière en avant de l'apophyse orbitaire du palatine, au fond, de l'os planum de l'ethmoïde, de la face latérale de l'inguis et de l'apophyse frontale du maxillaire. Pour finir, la face intérieure de l'orbite est libre, elle est recouverte par les paupières. Si on détaille les structures de l'orbite, on retrouve la sphéno-frontale, la sphéno-malaire, la frontomalaire, qui est une structure tendino-orthèse, la malo-maxillaire, la fronto-maxillaire, ici, fronto-lacrymale, si on continue en arrière, fronto-épimodale, puis l'épimodiopalatine, la palato-maxillaire, l'épimodio-lacrymale et la maxillo-lacrymale. Au niveau de cette orbite, on retrouve plusieurs orifices, le canal optique entre les 2 racines d'insertion de la petite aile, la fosse orbitaire supérieure entre la petite aile et la grande aile, la fosse orbitaire inférieure ou sphéno-maxillaire entre la grande aile et le maxillaire, et les foramines hyménidaux antérieurs et postérieurs entre le frontal et l'ethmoïde. Tous ces foramines permettent le passage de différents paquets vasculo-nerveux. L'artère ophtalmique provient de l'artère carotide interne. Celle-ci rentre dans le crâne par l'orifice exocrânien du canal carotidien qui se trouve à la face postéro-inf de la pyramide pétreuse. L'artère a un trajet doublement coudé, une première portion verticale et une deuxième portion horizontale qui va en avant et en dedans. Puis elle sort au niveau du sommet de la pyramide pétreuse qui est tronquée, la gueule de requin, par l'orifice endocrânien du canal carotidien au-dessus du TDA. Puis elle se dirige pour aller sur le bord latéral du corps du sphénoïde, au niveau de la gouttière carotidienne. Après cela, elle devient artère ophtalmique. L'artère ophtalmique passe par le canal optique pour rejoindre l'œil. On retrouve aussi dans ce canal optique le nerf optique 2, nerf sensitif et sensoriel qui s'occupe de l'œil et de la vision. La veine ophtalmique draine l'œil. Cette veine ophtalmique retourne dans le crâne par la fissure orbitaire sup entre petite aile et grande aile, puis va emprunter le courant médial du sinus caverneux. Elle peut ensuite emprunter 2 trajets. Soit le sang continue dans le sinus pétreux inférieur, qui va lui rejoindre le sinus sigmoïde qui se jette dans le TDP, et ensuite on retrouve la veine jugulaire interne, soit par le plexus basilaire, qui va ensuite former un cercle anostomotique autour du foramen magnum, qui ensuite va former le sinus occipital post, qui va retourner au niveau du tortulaire, puis emprunter le sinus latéral, passer par le coude astérial, puis rejoindre le sinus sigmoïde, qui
se jette dans le TDP et après on retrouve encore la veine jugulaire interne. Au niveau nerveux, on a dans la fosse orbitaire supérieure 4 nerfs crâniens provenant du tronc cérébral. Tout d'abord le nerf oculomoteur 3 qui est un nerf moteur et neurovégétatif. Ensuite le nerf trochléaire qui vient de la face postérieure du tronc cérébral, le 4 qui est moteur. Le nerf ophtalmique qui est une branche du nerf trijumeau, le 5-1, moteur et sensitif. Enfin le nerf abducens ou moteur oculaire externe, le 6 qui est moteur et sensitif. On a ensuite dans la fosse orbitaire inférieure le passage du nerf maxillaire 5-2 sensitif qui vient de la face et se dirige vers l'intérieur du crâne. L'orbite est composée de 2 groupes différents de muscles, les extrinsèques et les intrinsèques. Pour commencer, nous allons parler des intrinsèques, qui contrôlent la forme du cristallin et la taille de la pupille. Le muscle ciliaire, le sphincter de la pupille, le muscle dilatateur de la pupille. Puis, nous parlons des muscles extrinsèques, qui sont au nombre de 7. En premier, nous avons le releveur de la paupière, qui prend son origine sur la petite aile du sphénoïde en avant du canal optique. Il se termine sur la surface antérieure du tarse supérieur, avec des fibres dans la peau de la paupière supérieure et dans le fornix conjonctival supérieur. Il est innervé par le nerf oculomoteur, numéro 3, et son action est l'élévation de la paupière supérieure. Ensuite, nous avons le droit supérieur, qui prend son origine sur la partie supérieure de l'anneau tendineux commun, au-dessus du canal optique, pour se terminer sur la moitié antérieure de la partie supérieure du globe oculaire. Il est innervé par le nerf oculomoteur, et il fait de l'élévation, de l'adduction et de la rotation médiale du globe oculaire. Le droit inférieur prend origine sur la partie inférieure de l'anneau tendineux commun sous le canal optique. Il se termine sur la moitié antérieure de la partie inférieure du globe oculaire. Il est innervé lui aussi par le nerf oculomoteur et il fait de l'abaissement, de l'adduction et de la rotation latérale du globe oculaire. Ensuite, le droit médial prend son origine sur la partie médiale de l'anneau tendineux commun, en dedans et sous le canal optique. Il se termine sur la moitié antérieure de la partie médiale du globe oculaire. Il est innervé lui aussi par le nerf oculomoteur et il fait de l'adduction du globe oculaire. Nous avons ensuite le droit latéral qui prend son origine sur la partie latérale de l'anneau tendineux commun. Il se termine sur la moitié antérieure de la partie latérale du globe oculaire. Il est innervé cette fois-ci par le nerf abducens et il fait de l'abduction du globe oculaire. Ensuite, l'oblique supérieur qui prend son origine au niveau du corps du sphénoïde, au-dessus et en dedans du canal optique. Il se termine au niveau du cadran postéro-externe du globe. Sur la face supérieure, il est innervé par le nerf trochléaire. Il fait de l'abaissement, de l'abduction, de la rotation médiale du globe oculaire. Pour finir, le petit dernier, l'oblique inférieur, qui prend son origine au niveau de la partie médiale du plancher de l'orbite en arrière du rebord orbitaire, sur la surface orbitaire du maxillaire, en dehors du sillon lacrymonasal. Il se termine sur le cadran postéro-externe du globe oculaire sur la face inférieure. Il est innervé par le nerf oculomoteur et il fait de l'élévation, de l'abduction, de la rotation latérale du globe oculaire. Et voilà. Passons à la physiologie de cette cavité orbitaire. Elle a pour rôle de protéger le globe oculaire afin de permettre le bon fonctionnement de la vue. On retrouve dans cette cavité les globes oculaires, le nerf optique et les nerfs oculomoteurs, les 6 muscles oculomoteurs, l'artère ophtalmique et la veine ophtalmique, ainsi que des glandes. Nous avons tout d'abord les glandes lacrymales. On peut détailler le trajet des larmes, qui est un liquide sans cesse en circulation et renouvelé dans l'œil. Il part de la glande lacrymale située sur le pilier externe de l'orbite. Cette glande produit les larmes, qui se répandent ensuite sur la surface antérieure du globe oculaire et vont en direction de l'angle interne de l'œil, dans les canalicules lacrymaux, qui débouchent dans le sac lacrymal, une réserve de larmes, s'écoulant ensuite dans le canal lacrymal jusqu'au méa inférieur dans la cavité nasale.
Le rôle des larmes est de protéger, hydrater l'œil et le nourrir. On a par ailleurs les glandes tarsales, qui sont des glandes sébacées au niveau de l'intérieur des paupières. Ces glandes produisent un liquide lipidique qui est surtout connu pour la pathologie qu'il engendre, la conjonctivite, qui est une inflammation de ces glandes tarsales. Parlons maintenant des voies optiques. On va détailler le trajet du message nerveux sensoriel d'avant en arrière. Les stimuli visuels arrivent sur la rétine, sur la partie contralatérale au champ de vision, et sont transformés par les photorécepteurs en message nerveux. Le message nerveux circule ensuite dans les nerfs optiques droite et gauche qui se rejoignent au niveau du chiasma optique situé au-dessus de l'hypophyse. À ce niveau-là, la moitié des fibres, celles venant de la partie interne de la rétine, décussent. Les fibres continuent leur trajet dans le nerf optique jusqu'aux corps géniculés latéraux où elles forment des radiations optiques qui gagnent les lobes occipitaux droite et gauche. On a donc un lobe occipital gauche qui s'occupe de la vision de la partie droite du champ de vision. Ça correspond à la partie externe de la rétine gauche et la partie interne de la rétine droite. Et le lobe occipital droit qui s'occupe de la vision de la partie gauche du champ de vision. Donc ça correspond à la partie interne de la rétine gauche et la partie externe de la rétine droite. Le passage par les corps géniculés latéraux est important car on a à ce niveau des interconnexions avec des fibres nerveuses de l'oculomotricité 3, 4, 6, du réflexe oculocéphalogire nerf 7 et de la sensibilité nerf 5. La cavité orbitaire peut subir différentes contraintes et pathologies. Par exemple, on peut avoir une fracture du plancher de l'orbite, qui est fréquent dans les cas de choc direct, de trauma. Ça peut provoquer une énophtalmie, c'est l'œil qui est rentré dans l'orbite, et donc des problèmes fonctionnels de la vue. On peut au contraire avoir une exophtalmie, l'œil qui sort de la cavité. Ça peut venir d'une pathologie ou d'une tumeur qui pousse l'œil en dehors. Donc cette pathologie empêche la fermeture des paupières et peut donc endommager la cornée. Et si on a une tumeur qui est présente à l'arrière, ça peut comprimer le nerf optique et engendrer une cécité. On a aussi des dysfonctions ostéo au niveau des os du crâne qui peuvent diminuer l'ouverture des différentes fissures orbitaires et ainsi comprimer une artère ou un nerf et empêcher le bon fonctionnement et la bonne trophicité de l'œil. On a des pathologies qui sont plutôt ciblées sur la vue, comme le strabisme qui vient d'un défaut des muscles oculomoteurs. Ensuite, on a l'hypermétropie. C'est un œil court, donc on n'a pas assez de convergence de l'œil et on ne voit pas de près. On a la myopie, un œil qui fait trop converger. C'est un œil long, on ne voit pas de loin. Ensuite, la presbytie, c'est un défaut d'accommodation. Donc on n'arrive pas à faire les différents stades de myosis, mydriase. La cataracte, qui est une opacification du cristallin. Le glaucome, une augmentation de la pression de l'humeur aqueuse. On a aussi des pathologies qu'on appelle hémianopsie, donc on a la moitié du champ visuel qui est atteint, et on a des cécités unilatérales ou bilatérales.